Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très très contente de vous retrouver ce soir pour une émission très pointue et très particulière avec Philippe Argélier. Tout d'abord, on vous remercie beaucoup pour votre participation. On a eu énormément de retours quant aux questions qui traitent du cahier des charges, puisque cette émission, nous vous l'avions annoncé, traitera du cahier des charges, ce qui est quand même l'ADN du RDH. Mais nous avons donc répertorié toutes les questions et principalement celle qui ressort le plus et que vous aimeriez comprendre et que Philippe nous explique la différence qu'il y a entre le système que nous connaissons et le système, ce nouveau fonctionnement RDH. Voilà. Alors, la question véritablement qui va être adressée à Philippe, c'est de savoir comment, en fait, vous, Français et Françaises, ce système RDH va vous apporter du mieux vivre, va euh, faire en sorte que votre pouvoir d'achat va considérablement augmenter. C'est la thématique de ce soir, véritablement. Et c'est donc à Philippe de répondre à la question. Bonsoir Philippe. Bonsoir Céline, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, c'est parfait. J'aime beaucoup votre présentation, effectivement une thématique, car c'en est Ouais. une. Est-ce que vous voulez, vous aviez terminé ou pas vraiment Oui, votre j'espère que présentation? la question est assez précise et que du coup, vous allez voilà, pouvoir faire votre terrain de jeu parce que vous maîtrisez vraiment bien le sujet et vraiment pour que les Français comprennent à quel point déjà cette différence est sans précédent et puis surtout comment ça va, quel bienfait ça va être pour eux. Alors là, on parle de cet aspect financier parce que c'est quand même très important, mais bien évidemment que sur tous les autres points du cahier des charges, il y aura beaucoup de choses à développer. Mais c'est principalement ce qu'on voulait développer ce soir. Ok. Bien écoutez, pour moi, c'est une très très bonne émission parce qu'elle va me permettre de vous expliquer comment fonctionne cette entité Rassemblement des droits de l'homme par rapport au système en place. Alors, ça va être je ne vais pas dire un cours d'économie, mais assez similaire, car je vais vous donner un, un maximum d'informations tout en étant très précis, très détaillé, et bien évidemment, par la suite, je pourrai développer certains points qui peuvent prendre plus de temps que d'autres. Mais je vais, dès le départ, vous expliquer comment est venu ce cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. Et cela a commencé il y a 20 ans en arrière. Alors on va faire un petit historique, ce qui va vous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui je suis devant vous à vous expliquer le cahier des charges du RDH. 20 ans en arrière, j'étais considéré un homme d'affaires dans les sphères de la haute finance, en particulier dans l'immobilier. Et je ne m'étais pas vraiment, à cette époque-là, inquiété ou même intéressé comment fonctionnaient les gouvernements et en particulier leur système en place. J'étais trop occupé à faire mes affaires et aussi à faire les affaires des autres, car j'avais beaucoup de partenaires financiers et je faisais en sorte que tout le monde, à l'époque, gagnait très bien sa vie. Et jusqu'au jour où, et je pense que je vous aviez déjà indiqué cela, un, un de mes partenaires financiers, qui était un peu comme une figure de paternelle, qui m'avait connu tout petit à Nice, et qui était à l'époque, qui vivait en Amérique du Sud, à l'époque, avec Jacques Médecin. Et il était partenaire financier avec moi, et il m'avait appelé en me disant que une personne venant d'un gouvernement s'était intéressée à nos activités financières, et en particulier sur les montages que nous faisions à l'époque importants, à travers des sociétés offshore qui, je vous le rappelle, peuvent être très légitimes.
Donc, j'ai accepté cet appel et à l'époque, je faisais des allers-retours entre la Côte d'Azur et où je vivais à l'étranger. Et je me suis retrouvé à Monaco à rencontrer un très beau personnage qui était en définitive un consul d'un président d'un petit pays africain très performant. Et avant tout, il était aussi l'ami intime du président en question, qui est le président actuel aujourd'hui. Il se peut d'ailleurs qu'il m'écoute, et si c'est le cas, je lui souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Donc, à l'époque, on me présente, donc ce monsieur me présente une feuille qui résumait l'entièreté de ce qui était attendu euh, par rapport à ce qu'ils attendaient de moi pour bien faire dans leur pays. Et étonnamment parlant, alors je vous rappelle que j'étais dans les affaires. Là, c'est mon premier rendez-vous de gouvernement. Alors, dans les affaires, généralement, pour l'acquisition de biens ou pour peu importe quelle démarche vous faites, vous avez des avocats, des conseillers financiers et vous avez des dossiers à n'en plus finir. Là, je me retrouve devant un ami intime d'un président africain, consul aussi, hein, donc à titre tout à fait officiel, et il me présente une simple feuille de papier écrite à la main, et il me dit, voilà ce qu'on aimerait que vous fassiez dans notre pays. Alors, à ma grande surprise, bien évidemment, mais étant quelqu'un d'excessivement diplomatique, j'avais très vite compris que c'était une manière de faire. En définitive, c'était très direct, il n'y avait pas d'intermédiaire. Je vous rappelle que j'ai su par après qu'un consultant devenait un intermédiaire, mais à l'époque, c'était direct, Philippe Argilier, direct, pays africain. Et je me prends quelques minutes, hein, je lui dis asseyez-vous, donc je lis ce document, et effectivement, un document très performant, écrit à la main. Alors je savais que ce n'était pas, et à l'époque, il n'y avait même pas les caméras cachées, mais peut-être il y en avait, je ne sais pas, mais bon, je savais que c'était du véridique, mais malgré tout, c'était très surprenant, car les points qui étaient relevés dans ce document reprenaient en quelque sorte l'économie du pays. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, une feuille écrite à la main qui reprend l'économie d'un pays, et on me propose donc de réfléchir rapidement, malgré tout, car le président attendait ma réponse. Et la réponse fut immédiate. Je lui ai dit que je lui redonnais un rendez-vous la semaine d'après, car je devais me familiariser avec ce document, bien que très court, et il fallait aussi que j'appelle certains de mes conseillers fiscaux, juridiques et avocats, y compris avocats personnels. La semaine d'après, jour pour jour, même heure, ce monsieur revient et j'avais pour lui non pas une, mais 2 pages. Je vous l'ai peut-être dit auparavant, mais c'est pas que je me répète, c'est que vous allez comprendre pourquoi et comment est né le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. Donc je suis devant lui dans ma suite de l'hôtel de Paris, je vous dis, oui, à Monaco. Comme ça, vous avez l'emplacement. Et c'était dans les années 2000, fin d'année 2000. Et je lui présente mes 2 pages écrites à la main. Et ce que j'avais fait en sorte que ces 2 pages rendent l'affaire caduque. Et je vais vous dire pourquoi. À la lecture de cette première page, j'étais pas tout à fait à mon aise, car certains points qui étaient énoncés dans ce document reprenaient des éléments qui m'étaient pas très familiers et pour certains, pas du tout. C'est pas que je me sentais pas à la hauteur, c'est que je n'avais pas à ce moment-là la connaissance. Et je suis quelqu'un qui est très prudent. Et à moins que je connaisse tous les tenants et tous les aboutissants, généralement,
je ne vais dans aucune négociation. Je préfère rester en dehors que de rentrer dans une situation où que je ne maîtrise pas. Donc, ce que j'avais fait, j'avais, grossièrement parlant, écrit une deuxième page qui reprenait les premiers points, mais grossièrement, pourquoi? Parce qu'en définitive, cette proposition était celle qui reprenait non pas une partie de l'économie du pays, mais littéralement l'entièreté, le contrôle total de ce pays. Et je savais très bien qu'en exagérant de la sorte, l'affaire serait caduque. Et quelque part, c'était un petit peu ma sortie de secours. C'était la bonne sortie de secours. Donc je lui présente mon document, écrit à la main, ces 2 pages, et ce monsieur, habitué des négociations d'État, le lit, prend quelques minutes, me regarde et me dit, à juste titre, vous poussez la machine, monsieur Argilier. Effectivement, là, je crois qu'on peut négocier, on peut en discuter, mais là, il n'a pas dit le mot grossier, je ne me rappelle plus exactement du mot de l'époque, mais c'était assez similaire. Et à ce moment-là, j'étais dans ma sortie de secours, j'étais tellement heureux, et je lui dis à ce monsieur, à ce représentant du gouvernement africain, vous allez dire à votre président que j'ai été très honoré, mais vraiment, parce que je l'ai été, qu'il soit venu à moi pour me proposer de l'aider à gérer l'économie de son pays. Mais étant un homme d'affaires, je ne négocie pas les termes de mes contrats. Étant donné que donc cette proposition est non négociable et que bien évidemment, je peux très bien comprendre qu'elle a une approche grossière dans son contenu, nous en restons là. Je vous remercie d'ailleurs d'être venu. J'ai été une fois de plus très honoré et je compte sur vous pour faire passer ce message à votre président. Et peut-être qu'un jour, j'irai en touriste dans sa région et je ne manquerai pas de lui faire signe par votre intermédiaire. Et à ce moment-là, pensant que l'affaire était finie, il me dit, attendez, avec la main, les 5 doigts. Je dis, attendez quoi? Il me dit, on va appeler le président. Alors là, je me suis trouvé dans une situation, je ne savais pas si je devais rire ou si je devais quitter la suite en question ou ce que je devais faire. Et ma réaction immédiate a été, écoutez, vous me dites que vous allez appeler le président du pays en direct maintenant? Il me dit oui, tout à fait, et je vais vous le passer au téléphone. Ah, j'ai dit non. Alors écoutez, alors là, j'ai dit, moi, ce que je vous propose, n'étant pas habitué à parler à un président d'un pays 20 ans en arrière, pour négocier un contrat d'une page, sa proposition, la mienne, sur 2 pages, et négocier l'économie d'un pays sur un coup de téléphone dans une suite de l'hôtel de Paris. Non, j'étais pas à mon aise. Alors je lui ai dit, vous savez, faites ce que vous devez faire, moi j'attends, appelez le président, appelez-le, hein, j'étais très surpris, et puis dites-moi ce qu'il en est. Et cela a pris à peu près une vingtaine de minutes, et je me rappelle à l'époque, j'ai mon chef de sécurité qui m'appelle et qui me dit, vous savez, il est toujours dans le couloir. Je lui dis oui. Il dit, écoutez, monsieur Argilier, si vous voulez, dans 10 minutes, s'il est toujours, on lui dit que vous avez un autre appel et qu'on le remercie. J'ai dit non, non, on attend, mais malgré tout, c'est vrai que je suis un petit peu surpris du déroulement de cette affaire. Et je raccroche au téléphone avec mon chef de sécurité. Pratiquement dans la minute qui suit, notre consul revient avec un grand sourire et me dit, mes félicitations, vous avez le contrat. Alors là, j'avais l'accord du président du pays en question. Bien évidemment, il me connaissait très bien, de par les activités que nous avions faites à l'époque
5 années au total au travers de nos partenaires financiers qui, eux, en particulier l'un d'entre eux était un ami intime à ce président. Donc en définitive, il accepte l'entièreté de mon contrat. Alors il me faut quelques minutes pour me remettre et bien évidemment, il me dit, écoutez, nous allons prendre les mois maintenant qui viennent pour élaborer concrètement, et puis ce que je vais faire des allers-retours entre le pays et où vous serez pour qu'on puisse affiner le contrat et on aimerait bien que ce contrat soit signé au plus tard au mois de mai 2001. Alors, dans les mois qui ont suivi ce rendez-vous, je ne vous cache pas que cela a été un bouleversement inimaginable dans mes activités, car je rentrais dans les activités d'État, non pas en tant qu'élu, mais bien en tant que consultant privé d'un gouvernement que je ne connaissais pas du tout. Alors je ne vous cache pas que dans les mois qui ont suivi, j'ai fait ce que je devais faire pour apprendre et pour avoir le maximum de données sur ce pays et sur ce président, qui n'était pas n'importe qui et qui n'est pas n'importe qui, un des piliers du continent africain, malgré la petite taille de son pays. Et nous sommes arrivés à l'issue de plusieurs rendez-vous d'État, très privés, avec des déplacements pas officiels de ce consul, mais bien des déplacements officieux. Je commençais à comprendre comment le système fonctionnait pour arriver à la signature de ce contrat le 31 mai 2001. Alors le 31 mai 2001, nous signons de commun accord ce contrat, et ce contrat reprenait l'entièreté de mes deux pages, à savoir que je devenais, moi et mon groupe de consultants, l'intermédiaire de ce pays avec tous les autres pays, et ce, à un niveau d'État. C'est-à-dire que toute négociation qui se ferait à l'avenir passerait par nos bureaux de consultants pour les amener directement à la présidence de ce pays, y compris au président de ce pays. D'où déjà la notion de la présidence du pays et le président du pays. Juin, juillet, août, 3 mois inimaginables, 3 mois qui auraient pu être le scénario d'un film écrit pour un James Bond, littéralement. Bienvenue dans la réalité des gouvernements. 11 septembre 2001, il était à peu près 20, c'était tard dans la nuit, je n'ai pas l'heure exacte. Je reçois un appel. Alors bien évidemment, le drame s'était déjà passé à New York. Et on me fait savoir que 2 représentants du gouvernement seraient présents dans 48 heures pour me donner d'importantes informations. Je vous le rappelle, j'étais comme vous tous, ancré sur la télévision, en train d'assister à ce drame. Et au même moment, pratiquement, je reçois cet appel. 48 heures après, ces 2 personnes sont bien venues de leur pays. Et la troisième était le représentant qui était avec nous, ce fameux consul. Et là, on m'a expliqué que les mois à venir, il fallait faire très vite, très très vite, car il fallait se positionner dans une crise de guerre. Alors c'était assez surprenant parce qu'apparemment, la guerre avait été déclarée par les terroristes aux Américains, si effectivement telle était la vraie version de ce qui s'était passé le 11 septembre. Alors j'ai
cherché un petit peu à comprendre, bien que en tant que consultant, au départ, on ne nous demande pas trop de comprendre, on nous demande de faire en sorte de faire les démarches et que ces démarches arrivent au plus vite. Et finalement, nous avons très rapidement compris que ce pays en question se positionnait sur un autre pays qui n'était pas sur le continent africain et qui s'est révélé en mars 2003 être l'Irak. J'ai eu la présence d'esprit le 8 novembre 2001, à ce moment-là, de créer ma première banque de données, car je me suis dit que cela pourrait toujours, un jour, me servir. Et peut-être, déjà en 2001, je pensais à la France, je me suis dit peut-être qu'un jour, cette banque de données pourrait servir à la France. Les années ont passé. Depuis donc 2001, il y a eu 2002, il y a eu la déclaration de la guerre de l'Irak en 2003. Entre-temps, 2 autres pays nous ont approchés en tant que consultants et nous avons élaboré des plateformes qui étaient uniques au monde. Ce qui était intéressant, c'est que chaque pays avait des consultants officiels et en définitive, ce groupe de consultants dont j'étais à l'origine, à la base, avait formé une entité qui était littéralement méconnue des entités officielles, mais qui était très connue des entités officieuses dont certaines personnes appartenaient la journée à l'officiel et le soir à l'officieux. Sur ce, j'ai appris le système d'État et j'ai surtout compris ce qui se passait au niveau des relations diplomatiques, des accords géopolitiques, l'intervention de la France dans les pays africains, ces pays que nous tenons littéralement, ce mécanisme d'État qui est dans une opacité totale par rapport aux Françaises et aux Français. Il est vrai que la France est très impliquée sur le continent africain et en particulier dans certains pays. Et là, nous nous sommes intéressés à des transactions qui se faisaient, des transactions d'État, des mouvements d'argent de gouvernement, certaines par milliards de dollars, parce que c'était assez, d'ailleurs, étrange que la plupart des transactions se passaient en dollars, alors que certaines à l'époque auraient pu se passer en euros, mais il y avait des transferts. C'était un mécanique des plus surprenants, mais surtout une mécanique où j'ai décidé à l'époque, vous vous rappelez de mes 2 pages, de formater moi-même ce système pour ces pays en question. Alors je ne parle pas de tous les pays du continent africain, pas du tout. Je parle uniquement de 3 pays. Mais il s'avère que ces 3 pays font partie, dont un en particulier, d'une des fondations principales du continent africain. Et je me suis beaucoup intéressé aux activités de la France, bien évidemment, à ce moment-là. Derrière les coulisses. Bien sûr, derrière les coulisses, car étant consultant non officiel, mais bien à titre privé, le pays en question avait fait appel donc à cette entité et nous étions là pour négocier ces contrats, aussi bien pour la présidence que pour le président. Et là, j'ai compris comment fonctionnaient en quelque sorte ces systèmes et j'ai surtout compris, car je m'y suis intéressé, comment fonctionnait le système de la France. Et c'est ça qui m'a passionné. Car il y avait une chose que je ne comprenais pas. D'un côté, j'avais des accords géopolitiques qui se positionnaient en dehors des frontières françaises, avec des montants, certains dépassaient même certains dossiers qui touchaient même à la politique intérieure de la France. Donc d'un côté, des affaires extérieures avec la France, comme si l'argent littéralement tombait du ciel, et d'un autre côté, une France intérieure en train de souffrir, avec des syndicats,
avec des grèves, avec des budgets très réduits, des augmentations d'impôts pour en réduire d'autres. En définitive, j'avais devant moi deux France. Une France, celle que je connaissais directement, qui avait beaucoup de moyens, et puis une France qui luttait. Alors, qui luttait, pas tout le monde. J'ai su par après que ces gens s'appelaient les travailleurs pauvres. Et j'ai su ça en 2018, quand les Gilets jaunes étaient à Paris. Je savais qu'il existait en France une pauvreté, mais je n'avais aucune idée qu'il existait des travailleurs pauvres, à un nombre de pratiquement 40 millions de personnes en France. Alors là, j'ai eu un problème de conscience, et je vais vous dire lequel. Il était très simple. Et pour celles et tous ceux qui ont toujours voulu savoir mais d'où vient ce Philippe Argillier, d'où vient ce cahier des charges et comment peut-il faire la différence, comment peut-il être différent des hommes politiques, pourquoi n'a-t-il pas un agenda personnel, qui est-il? Je pense que cette émission ce soir va vous permettre de mieux centrer le personnage et de mieux me connaître, car je n'ai absolument rien à cacher. Le RDH c'est une transparence totale. Simplement, nous avons affiné notre agenda et nous l'avons codé par rapport à un système gouvernemental, c'est-à-dire que nous parlons le même langage. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons, nous, ce groupe de consultants et moi-même, positionner un cahier de charges pour la France, car nous parlons déjà, le même langage de ceux qui font partie de l'exécutif. Nous pouvons décoder les mêmes messages qu'ils reçoivent, et encore mieux, nous avons plus d'informations qu'eux. Mais la seule différence qu'entre eux et nous avons eu un éveil de conscience. Et nous avons décidé de faire en sorte qu'un jour, et la date a été choisie 10 ans en arrière, en 2022, nous donnerions la possibilité à la France de rétablir ses valeurs et surtout de rendre, en particulier à ces 39 millions, peut-être 40 millions de travailleurs pauvres, de leur rendre ce que eux ont donné à notre pays. Et il était temps que ces gens-là reçoivent ce qui leur est dû, sans oublier les gens qui ne sont pas pauvres non plus. Il existe les micros, les petites, les moyennes entreprises auxquelles je suis très proche. Les grosses, très grosses entreprises multinationales, là j'ai un problème avec elles. Et peut-être ce sera le sujet d'une autre émission. Donc je ne suis pas très proche, non, de ce qu'on fait référence au CAC 40, mais par contre, je les connais très bien, plus que bien. Et je peux vous garantir, mais je signe, que si vous rencontrez demain matin l'un de ces gros porteurs français et que vous dites « Est-ce que vous connaissez Philippe Argillier ?» il dira « Qui ?» Non, je ne connais pas du tout Philippe Argillier. Et RDH, Rassemblement des droits de l'homme, je n'ai jamais entendu parler. Ce sont des bons acteurs. N'oubliez pas que c'est derrière les coulisses qu'on fait le spectacle. Donc, à cette époque-là, j'ai décidé, avec l'appui des autres consultants, alors je vais vous dire au total, je vais vous dire combien nous sommes. Je peux dire on était, parce que certains sont plus d'actualité, non pas parce que nous en sommes séparés, parce qu'ils avaient fait leur travail et ils avaient fini leur mission. Au total, 55 personnes, pas 54, pas 56, 55 qui détenaient littéralement la dynamique globale des pays, en particulier les pays qui passaient par ces plateformes africaines pour promouvoir leurs activités
vais pas dire officieuses, certaines officielles, en dehors de leurs frontières. Et là, j'ai compris comment fonctionnait le système de l'État français. Et je vais vous l'expliquer maintenant. Et je me ferai un plaisir d'ailleurs en détail, mais je n'aurai pas vraiment le temps, de faire un cours à ces gens qui sortent de sciences politiques. Un certain Macron, je crois qu'il était allé à l'ENA aussi, et je crois qu'il voulait d'ailleurs supprimer cette grande école. Je me ferai un plaisir de leur expliquer à ces gens-là, et en particulier ceux et celles qui ont eu leur certificat de sciences politiques, de venir passer 72 heures pour leur apprendre comment fonctionne un gouvernement. Vous voyez, c'est peut-être très arrogant de ma part, mais je m'adresse maintenant à ceux qui m'écoutent, éventuellement qui ont fait sciences politiques. Je les invite à rentrer en contact avec le service de communication et je me ferai un plaisir à mes frais, parce que je ne pourrais pas leur facturer, encore moins l'État français, parce qu'il déjà que les caisses sont vides, ça leur coûterait trop cher, de leur donner un cours de gestion d'économie de pays. Voilà, l'invitation est faite. Pour revenir au système, donc il existe effectivement un système en France, c'est celui que vous votez tous les 5 ans. Tous les 5 ans, à un certain moment, c'était un septennat, 7 ans, ils l'ont fait à un quinquennat, 5 ans. Alors, tous les hommes politiques, toutes les femmes politiques qui m'écoutent ce soir, ou peut-être qui m'écouteront un jour, parce que je vous rappelle, je ne suis pas sur un plateau de TF1, ni sur un BFM, ni sur un CNews. On est sur notre plateforme StreamYard, car on est censuré quand même depuis 2 ans. Mais quand même, je sais que beaucoup sont à l'écoute de mes lives, et en particulier ce soir. Alors, je me fais un plaisir de les inviter à un débat avec Philippe Argillier, mais non pas sur ma plateforme StreamYard. Eux ont accès aux gros médias. Alors qu'ils appellent les gros médias et qu'ils disent, voilà, Philippe Argillier, du Rassemblement des droits de l'homme, ils diront peut-être, vous n'avez pas entendu parler de ce mouvement, bien que ce serait grossier, car tous les médias, sans exception, nous connaissent et ont tous refusé, sans exception, de nous donner la parole. Mais je propose à ces politiques de venir débattre et de venir parler de la France et des dossiers qui concernent les Françaises et les Français. Mais alors, je vous avertis dès le départ, et pour ceux qui m'écoutent là maintenant, donc l'audience, alors je m'adresse maintenant, s'ils sont courageux, à ces hommes politiques, et ça peut être Marine Le Pen, ça peut être Mélenchon, ça peut être tous les noms possibles et inimaginables, tous ceux qui ont des partis politiques, de venir débattre des dossiers de la France sous une condition, sine qua non, que nous ne parlons aucunement d'aucun dossier de la France à l'intérieur de nos frontières. Ces dossiers ne m'intéressent pas. Ce sont ces mêmes dossiers qui vous mènent en bateau tous les 5 ans. Ces mêmes dossiers qui vous font voter pour tel parti politique, peut-être un autre, peut-être elle, ou peut-être lui. Même chose. Même parti politique, même individu, même système. Sachez que rien ne se fera en France, rien ne changera en France si vous n'éradiquez pas l'entièreté du système d'État français. Rien. 2 options. Très claires, très nettes. Vous revotez en avril 2022, peu importe qui, peu importe quelle personne, femme ou homme. Probablement un nouveau débat, Macron-Le Pen. Rien ne changera. Pourquoi? Parce que vous allez revoter le même système.
Vous allez revoter les mêmes grèves. Vous allez revoter les mêmes frigidaires, réfrigérateurs vides le 10, le 11, le 12 de mois. Vous allez revoter les mêmes bombes lacrymogènes qu'on va vous lancer en pleine tête quand vous allez manifester. Vous allez revoter, j'espère que vous ne ferez pas partie de ceux qui recevront une balle de LBD en pleine tête, car vous allez faire partie de la nouvelle liste de ceux qui auront perdu un œil ou une main. Vous allez revoter le même système. Il n'y a aucune autre issue. Combien de fois vais-je devoir vous le répéter? Et pour celles et ceux qui sont encore perplexes, pour celles et ceux qui doutent encore, reprenez le simple historique des Gilets jaunes, 17 novembre 2018, qui représentait 80% des revendications en France. Option 2, le rassemblement des droits de l'homme. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi la différence entre le système français que vous élisez tous les 5 ans, avec lequel rien ne se fera, simplement certaines promesses politiques en vous disant on va récupérer l'argent là pour le reprendre ailleurs, pour le reprendre ici, pour le reprendre ailleurs. Avez-vous assisté à un match de tennis? Il s'avère que c'est toujours la même balle. Bing, 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 bing. La seule chose que vous faites, c'est gauche, droite, gauche, droite. Voilà la politique en France. Voilà si vous voulez si vous décidiez de voter en avril 2022. Pourquoi le rassemblement, je ne vais même pas dire est différent, est une autre galaxie. En tant que consultant de gouvernement, donc je reviens à mes activités antérieures, nous avons appris comment fonctionnait le système d'État en dehors des frontières du pays. Mais ce même système, une fois négocié, revenait à l'intérieur du pays et apparaissait probablement comme certaines nouvelles lois, comme certains changements dans le pays, bien que ces changements étaient toujours quantifiés d'une façon qu'on garde le pays dans un même système, je vais dire, de pauvreté, car il existe malgré tout près de 40 millions de travailleurs pauvres, pour financer des accords géopolitiques à l'extérieur du pays. Je vous le rappelle, le financement de ces accords géopolitiques proviennent de vos portefeuilles, de votre travail, de vos impôts, et généralement de celles et de ceux qui payent le plus, mais qui gagnent le moins. Il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes, je vous ai dit que mes relations avec les sociétés du CAC 40 n'étaient pas très bonnes. Et pour cause. Il s'avère que des gens en France aujourd'hui, sans citer les noms, bien que un pourrait peut-être se reconnaître, et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi d'ailleurs je ne citerai pas son nom, il fait partie des plus gros porteurs, M. Bernard Arnault, qui paye ses impôts en France. Effectivement. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est les émoluments. Ça, c'est autre chose, ça, c'est un autre dossier. Donc, les montants payés en France, par rapport à la fortune de l'individu, c'est même pas dérisoire. C'est inacceptable. C'est impardonnable. Par contre, petite entreprise, moyenne entreprise,
Et le travailleur pauvre, alors lui, on lui retient. Hein. C'est eux qui financent. Donc il était temps de trouver un système qui ramène, comme on dit en France, les pendules à l'heure et qui reprenne les vraies valeurs, les droits de l'homme et les droits de la femme, en commençant par l'économie, la finance de l'individu. Car les belles promesses politiques, les grands débats politiques, c'est une grande mascarade. À la fin de la journée, vous vous retrouvez toute seule ou tout seul, chez vous, après le travail. Pour certains, avec des enveloppes, avec un billet de 10, de 20, de 30, de 50 euros, 100 euros, nourriture, loyer, essence, assurance, imprévu. Généralement, l'enveloppe la plus petite, sortie, vacances. Alors elle, papier à cigarette. Comment le RDH fonctionne? Étant donné que nous avions eu accès à ce fonctionnement d'État en dehors des frontières, et nous avons vu que la plupart des fonds étaient dispersés sur des opérations qui ne ramenaient rien à la France, en particulier au travers d'accords géopolitiques, qui reprenaient en grande partie nos interventions militaires. Alors là, on touche des sujets très sensibles. Budget de la défense, intervention militaire, directement liée au terrorisme, parce que la plupart, si ce n'est l'entièreté de nos opérations militaires, sont toujours motivées pour protéger notre pays contre des attaques terroristes, car apparemment, selon leurs explications, pas les miennes, leurs explications qui vous donnent, toutes nos interventions militaires sont justifiées pour protéger le pays, car peut-être y aurait-il des activités d'Al-Qaïda ou Daesh dans ces pays-là largement justifiées. Donc, comme on a justifié la guerre de l'Irak, bien évidemment, apparemment, il y avait l'arme nucléaire en Irak, pour s'avérer qu'il n'y en avait aucune. Mais c'est vrai que le 11 septembre 2001 était un événement plus qu'opportun pour déclarer cette guerre. Je vous rappelle, 8 novembre 2001, ma première banque de données. À vous de lire entre les lignes. Maintenant, donc je reprends nos interventions militaires qui coûtent très cher à la France. Très cher à la France. Et ces interventions militaires, pour nous, consultants de gouvernement, toutes ces interventions n'ont aucune véritable raison d'être. Car nous raisonnons en tant que militaires, là, car je peux vous le dire, nous les connaissons bien, les militaires. Et peut-être que là, je fais référence pour celles et ceux qui nous suivent, et en particulier aux États-Unis, d'un groupe qui s'appelle le Carlyle Group. Et à l'époque, un certain Franco Arlucci, qui était très proche d'un des pays africains pour lesquels nous étions consultants, et pour lesquels nous avons aussi facilité la présence de militaires dans ces territoires avant mars 2003. Donc nous connaissons très bien les militaires. Les militaires ne sont pas là ce ne sont pas des gardiens de la paix. Les militaires sont là pour tuer, sous ordre d'un gouvernement, pur et simple. Les militaires ne sont pas là pour chercher éventuellement tel ou tel terroriste. Ce serait quand même fort d'envoyer des opérations militaires qui coûtent des milliards d'euros pour trouver un ou deux individus. C'est quand même assez grossier. Donc effectivement, ces accords géopolitiques qui sont basés sur la plupart sur nos interventions militaires coûtent très cher à la France
De là, des accords diplomatiques se greffent sur les accords géopolitiques. Et c'est ce qui permet d'entretenir en quelque sorte deux budgets de l'État. Un, à l'intérieur de nos frontières, où se situent 40 millions de travailleurs pauvres, celles et ceux, je vous le rappelle, aux petites enveloppes. Deuxième budget, à l'extérieur de nos frontières. Mais alors là, opacité la plus totale, si ce n'est que intervention militaire. Le RDA plus de... oui, j'ai été coupé. Voilà, je suis de nouveau. Donc le RDH connaît ces dossiers mieux que n'importe quel gouvernement. Car c'est nous-mêmes qui les avons réceptionnés et c'est nous-mêmes qui les avons consultés. Le cahier des charges du RDH éradique tout simplement l'entièreté du budget de l'extérieur de la France. L'entièreté. C'est-à-dire, on éradique la plupart des accords géopolitiques. On éradique la plupart des accords diplomatiques qui se sont greffés sur ces accords géopolitiques. Les interventions militaires, c'est plus vraiment nécessaire, étant donné que nous éradiquons l'entièreté pratiquement des accords géopolitiques. Et je peux vous dire que les gouvernements aujourd'hui qui écoutent le RDH, c'est ça qui est étonnant dans ce RDH. Nous sommes censurés par les médias. Mes lives sont visionnés avec le partage à quelques centaines de milliers de personnes. Et pourtant, mes lives sont visionnés généralement par une grande majorité de chefs d'État à l'étranger. Celles et ceux qui connaissent l'entité consultant sur ces plateformes africaines. Car ils sont tous en attente de savoir ce qui va se passer en avril 2022. Car une chose est certaine, si c'est le RDH qui prend les commandes de la France, tous les pays en question qui m'écoutent à cette minute vont être directement affectés. Parce que ces accords géopolitiques ont été aussi signés par ces mêmes pays. Donc pour vous, Françaises et Français, je ne vais pas déraper, je vais essayer de rester très focalisé pour que vous compreniez. Je reprends les deux budgets de la France, un intérieur, un extérieur. Le Rassemblement des droits de l'homme récupère l'extérieur, le ramène en France en éradiquant la plupart de nos accords géopolitiques, en reprenant, en redonnant une nouvelle dynamique aux autres pays, en leur expliquant que la France, finalement, a repris sa vraie souveraineté, sa vraie démocratie, et qu'elle représente maintenant la vraie parole du peuple, la vraie voix du peuple. Celles et ceux qui ont financé jusqu'à présent tous ces accords géopolitiques. Donc le RDH reprend ce dossier, le ramène en France. Les interventions militaires, alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais vous répondre très simplement. À ce jour, et je vous rassure, c'est une très bonne nouvelle que je vais vous donner, il n'existe aucun pays, pas un, qui inquiète la France. Alors, je ne parle même pas de déclaration de guerre. Pas un. Donc, il n'est pas vraiment nécessaire d'envoyer nos troupes dans un pays qui n'inquiète pas la France, bien évidemment. Étant donné qu'on éradique les accords géopolitiques, on ne va pas renvoyer nos troupes en 2022 sur des territoires pour faciliter des transactions monétaires qui ne vous ramènent rien. Rappelez-vous les petites enveloppes. J'espère que schématiquement, je me fais comprendre maintenant.
peux vous Donc, poser une question, Philippe? oui, mais attendez, là, vous me... Je vous coupe, je sais. Allez-y. vous m'avez coupé, là. Et c'est très difficile quand vous me coupez parce que je suis sur un fil. Je sais bien. Ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où nous n'avons plus de raison d'envoyer nos militaires, qu'allons-nous faire avec ces gens-là? Alors il existe un programme pour eux qui a été dessiné, formaté par le Rassemblement des droits de l'homme. Car ils vont contribuer non plus à avoir une présence à l'extérieur du pays, mais ils vont bien contribuer à l'expansion économique de notre pays. Mais pour revenir avant tout, et là ce sera un autre live que je ferai parce que ce serait beaucoup, beaucoup trop long. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, sous un chapiteau qui s'appelle, sous une très bonne excuse qui s'appelle se protéger contre le terrorisme, vous envoyez à vos frais des militaires qui vous coûtent des milliards d'euros par an, qui véritablement sont là pour protéger des accords financiers qui ne ramènent rien à la France. Et humainement parlant maintenant, faisons la comparaison, et je l'ai faite plus d'une fois, et je la referai encore, parce qu'il faut se rappeler que nous ne sommes que des êtres humains. C'est-à-dire que, bien placé, si on nous tire une balle dans la tête ou dans le corps, on meurt. Vous vous rendez compte, vous envoyez des militaires français sur des territoires qui n'ont jamais inquiété la France. On a l'arrogance, la violence d'envoyer des gens armés qui sont prêts à tuer sur simple ordre d'un ministre ou d'un général. Alors, faisons la machine à l'envers, car la France n'inquiète aucun autre pays, hein. La même chose, il n'y a pas de guerre. Imaginez que vous avez, demain matin, des soldats irakiens, palestiniens, peu importe l'origine, chez vous, sur vos trottoirs, en attente d'un ordre de leur gouvernement de tirer sur vous. Que feriez-vous? C'est autre chose que la Covid, hein. Non, on ne se protège pas avec un masque. On ne se protège pas avec une injection. On ne peut rien faire. Alors voilà. On éradique le système en place en cassant l'entièreté des accords géopolitiques. On reprend le dossier extérieur de la France pour le ramener en France. Et là, on commence à faire nos comptes. Et là, on commence à additionner les chiffres. Et là, on commence à épaissir vos enveloppes. C'est-à-dire que l'enveloppe des impôts qui était épaisse comme ça, par rapport à l'enveloppe loisir qui était épaisse comme ça, bon, on va la changer. On va faire l'enveloppe impôt la plus petite possible et on va agrandir l'enveloppe loisir. Parce qu'il est temps que vous commenciez à vivre dans notre pays. Et pour cela, il faut remettre l'entièreté du système à zéro. Reconstruire une nouvelle fondation. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Une 6e, 7e, 12e, 20e République, peu importe. Ce n'est pas la République qui vous fait manger. C'est l'argent que vous ramenez tous les mois qui vous fait manger. Et là est la fondation même du Rassemblement des droits de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle aucun homme politique, aucun parti politique, aucun système d'État français aujourd'hui peut vous promettre quoi que ce soit qui fera une différence en avril 2022, en avril 2027, 32, peu importe. À moins que vous changiez cela. Et aujourd'hui, la France a cette opportunité unique qui ne se renouvellera pas. Unique. Et c'est même pour cette raison, et Céline,
je vous passe la parole dès que je termine là-dessus, bien que j'ai encore beaucoup à dire, et ce sera sans doute à l'occasion d'un live, parce que je peux rentrer dans les détails, encore plus dans les détails, mais je voulais que schématiquement vous compreniez cela. La raison pour laquelle j'ai proposé un mandat révocatoire, je vais vous dire, ça fait des années en arrière, quand nous avions élaboré à l'époque le cahier des charges du RDH, on s'était donné un agenda. Et l'agenda se situait entre 24 et 36 mois pour pouvoir reprendre l'entièreté de ce système, l'éradiquer, en remettre un nouveau. Et la raison pour laquelle maximum 36 mois, c'est que nous avons pratiquement 8 ans en arrière déjà négocié ces accords politiques. Et c'est la raison pour laquelle, et j'insiste, je vous dis que le RDH n'est pas un parti politique. Idéologiquement, un mouvement humanitaire, oui, mais avant tout un gouvernement. Pour tout gouvernement qui m'écoute aujourd'hui, ils savent très bien que le RDH est un gouvernement, pas encore élu, vrai, mais un vrai gouvernement. La seule différence aujourd'hui, ce gouvernement est ciblé, focalisé sur une justice humanitaire, financière pour les Françaises et les Français, et en particulier pour les plus démunis dans notre pays. Voilà. Trop beau pour être vrai, cette maxime ne fonctionne plus aujourd'hui. Car elle est vraie. Et elle est trop belle. Et elle est véritablement, elle fonctionne. Sachez-le. Et pourquoi ce mandat révocatoire de 36 mois? Parce que tout simplement, au bout de 36 mois, vous serez vous-même à même de juger. Déjà bien avant la fin des 36 mois. Et si vous décidez, car c'est vous seul et uniquement vous seul qui pouvez décider de l'avenir du pays, et non pas un gouvernement élu à travers une certaine opacité par vos voix qui vont, eux, vous diriger, des choses qui se font depuis des décennies. Donc, au bout de 36 mois, vous décidez avec un référendum. Très simple. Si vous êtes satisfait du gouvernement, on l'appelle aujourd'hui RDH, vous aurez la possibilité de le garder pour 2 ans supplémentaires, car malgré tout, ça reste un quinquennat, et de le revoter éventuellement. Mais si pour une raison quelconque, le travail qui aurait été fait sur ces 3 ans ne vous satisfait pas, référendum. Vous votez non. Le jour même du résultat du référendum, ce gouvernement aujourd'hui qui s'appelle le RDH quittera le jour même le gouvernement en France. Ce sera vous qui déciderez. Voilà. Céline, je vous écoute. Oui, en fait, je me fais un peu l'avocat du diable, mais parce que je sais qu'on nous a déjà posé à plusieurs reprises la question. C'est par rapport à cette question d'attentat et de protection du territoire, en fait. Vous condamnez vous-même les attentats qu'il y a eu sur le territoire français, évidemment, et on ne peut pas nier qu'il y en a. Donc, selon vous, en fait, est-ce que ces attentats sont liés au fait que nous, on va agresser avec nos opérations militaires ces gens dans leur pays pour que du coup, ils aient besoin de venir à leur tour faire péter la tête de civils innocents dans le nôtre? Parce que ça, on ne peut pas nier que ça existe quand même. Alors, Céline, déjà, oui. Allons-y. Donc, Non, continuez. allez-y. Si vous aviez, est-ce que votre question Non, était non, non. finie? C'est un peu ça, en fait, qu'il faut qu'on comprenne un petit peu, parce que c'est toujours très sensible, ça, c'est sûr, et des victimes, il y en a eu quand même. Et d'ailleurs, vous en parlez, vous, de ce qui s'est passé à Nice aussi, hein, Alors, fréquemment. écoutez, je vais vous dire. Déjà, je condamne à 1000% tous ces attentats. C'est une horreur absolue. J'ai eu une chance énorme, énorme. Ma fille aînée était à quelques centaines de mètres le 14 juillet 2016 de ce malade dans ce camion, de ce fou qui a tué 86 personnes. J'aurais pu perdre ma fille. Le mot condamne n'est pas assez fort.
Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que oui, nos interventions militaires dans ces territoires se mêlent d'affaires qui ne nous regardent pas. Alors moi, pour répondre à cette question, Céline, je vais être très clair, très rapide et très direct. Je vais reprendre la phrase du terroriste du Bataclan qui, pendant qu'il tuait nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, il rechargeait son arme et il répétait à chaque fois: je vous fais ce que vous faites dans notre pays. À vous de juger ce qu'il a dit, ce n'est pas à moi. À vous de réfléchir par rapport à ce qu'il a dit, ce n'est pas à moi. Ce que je sais, je ne fais qu'à ce moment-là, je ne fais que rapporter ce qui a été dit, bien que cette information à un moment a été très cachée, car il fallait surtout pas que ça vienne à l'oreille des Françaises et des Français dans son entièreté. Malgré tout, il a répété à plusieurs reprises: nous ne faisons que ce que vous faites chez nous. J'ai répondu à la question. Et je vais vous dire sur ce sujet, je peux vous dire qu'une seule chose. Car le RDH s'engage sur beaucoup de points, géopolitiques, diplomatiques, économiques, concrètement parlant, sur les enveloppes petites et grandes des Françaises et des Français. Le RDH, en avril 2022, sera sans aucun doute le meilleur garant en ce qui concerne ce sujet du terrorisme. Pourquoi? Car en cassant les accords géopolitiques, en éradiquant ces interventions militaires sur des territoires où nous n'avons aucune raison d'être, et je répète, aucune raison d'être, car nous n'avons pas le droit de tuer autrui si cette personne ne nous met pas en danger. À partir du moment où ces interventions militaires sont basées sur des accords géopolitiques, économiques, de plus qui ne ramènent rien aux Françaises et aux Français, nous quitterons ces territoires. Et je peux vous dire qu'en l'espace de 3 mois, 80% de nos troupes militaires entreront dans le pays. La France sera le pays le plus protégé au monde et sans doute le moins inquiété par le terrorisme. À vous d'analyser ce que je viens de vous expliquer, car c'est porteur de conséquences graves si vous ne prenez pas l'option qui est celle de donner à la France cette liberté d'être en avril 2022. Car c'est vous qui en serez responsable. Car seul, je ne peux rien faire. Et j'ai toujours dit, je ne me présenterai jamais aux élections présidentielles. Par contre, le peu d'audience que nous avons, bien que cela représente des centaines de milliers de personnes, mais par rapport à 68 millions de Français, car nous sommes censurés, sachez que non pas 90, mais 98, si pas 99% des réponses qui nous viennent sont: s'il vous plaît, monsieur Argillier, répondez à l'appel. Et malheureusement, je ne peux pas encore répondre aujourd'hui, parce que 200 000 à 300 000 personnes par rapport à 68 millions, je ne peux pas comptabiliser cela. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé maintenant de déclarer, s'il y a une guerre à déclarer, c'est une guerre à déclarer aux médias. Car les médias vous ont déclaré la guerre à vous en censurant le rassemblement des droits de l'homme.
Censurer le rassemblement des droits de l'homme, c'est participer à un génocide. Et j'accuse ouvertement aujourd'hui les médias. En censurant le rassemblement des droits de l'homme, les médias vous mettent à risque, car elles vous enlèvent l'opportunité d'accéder à une autre option, la vraie option, qui libérera ce pays et qui protégera ce pays. Donc, à vous aujourd'hui de réagir aussi, à vous d'aller voir les médias. Il va y avoir cet été une campagne de prospectus qui va être distribuée du rassemblement des droits de l'homme pour se faire connaître, même dans les plus petits villages, car on est censuré des médias. Je vous le rappelle, aux dernières élections régionales départementales, aucun média n'a mentionné cela, mais tellement de bulletins du rassemblement des droits de l'homme avaient été mis dans cette enveloppe. Les gens eux-mêmes avaient fait cette démarche par leur cœur, leur foi, leur intelligence. Ils avaient compris, ils ont compris. Alors oui, aujourd'hui, si vous avez quelque chose à faire dans vos loisirs pour que votre enveloppe loisirs devienne épaisse, allez aux médias. Faites des manifestations devant les médias. Allez-y. J'étais toujours contre les manifestations. Je suis le premier aujourd'hui à vous demander de vous déplacer. Pourquoi? Parce que c'est une urgence sanitaire aujourd'hui. Non plus économique, sanitaire. Organisez-vous. Allez par centaines, par milliers. Bloquez TF1, BFM, CNews. Demandez-leur des explications. Pourquoi vous refusez de mettre Philippe Argillier? Pourquoi vous refusez de mettre le RDH? Pourquoi vous refusez la parole? Effectivement, vous êtes vous des complotistes, vous des collaborateurs, car la presse en elle-même doit donner la parole à tout le monde et non pas juger avant. Et pourquoi cette presse ne nous donne pas la parole? Tout simplement parce qu'elle est manipulée par ces gens que je vous ai parlé, dont lesquels je ne suis pas très proche, ce fameux CAC 40. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Votre cœur, votre intelligence. Il n'y a pas d'autre solution que celle du gouvernement Rassemblement des droits de l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Et une fois de plus, s'ils sont courageux ou courageuses, ces fameux hommes ou femmes politiques, mais qu'ils viennent. Combien de fois je dois envoyer une invitation? Je n'ai jamais eu de réponse. Et j'accuse aujourd'hui un journal local qui s'appelle Nice Matin, chez moi, pour leur petite histoire, Nice Matin, Monsieur Bavastro, propriétaire de Nice Matin, qui venait au siège social du Rassemblement des droits de l'homme à l'époque, qui était un vrai journal. On vous a appelé Nice Matin. Et vous avez envoyé un journaliste qui est venu ici, que j'ai reçu. Au bout de quelques heures, il est parti en courant, comme un chien mouillé, car il a préféré faire comme le singe. J'entends rien, je vois rien. Ça vous dépassait. Nice Matin, dont les fondations ont été faites au siège social du Rassemblement des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, à l'époque, était le commandant Charles Argillier, mon père, et un certain maire de Nice qui s'appelait Jacques Médecin. Aussi, monsieur Estrosi, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Vous n'avez répondu à aucun de mes appels et pourtant on vous a même adressé mon numéro de portable, mais trop occupé sans doute à faire vos affaires avec Ciotti. C'est moche, c'est moche. Croyez-moi, vous occupez de la ville de Nice, monsieur Estrosi. Il aurait été plus intelligent de rentrer en contact avec moi aujourd'hui. Mais non, on appartient à une autre société, au même système. Vous, qui veniez aussi à l'époque ici avec le commandant, mon père, qui était le dauphin de Jacques Médecin, vous êtes plus âgé que moi, mais je vous ai quand même connu de loin. À l'époque, vous faisiez encore de la moto, paraît-il.
Et aujourd'hui, vous n'avez même pas eu la délicatesse de me rappeler, au même titre que vous n'avez pas eu la délicatesse de me répondre. Quand j'ai fait une donation, je voulais faire une donation à l'hôpital de l'Archer, vous étiez président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Alors là aussi, les Françaises et les Français doivent le savoir, et on comprend en particulier les Niçoises et les Niçois. J'ai ma fille qui est née à l'hôpital de l'Archer. Et à ce moment-là, le chef de la pédiatrie est venu me voir parce qu'il avait vu effectivement qu'il y avait une grande assemblée autour de moi, garde du corps, etc. Et il s'est dit, peut-être c'est un homme avec un grand cœur. Il est venu me voir, il a dit, est-ce que je peux vous parler, monsieur Argilier? J'ai dit, mais bien évidemment, de quoi s'agit-il? Il m'a fait venir dans son bureau, en pleurs pratiquement. Il m'a dit, écoutez, ça fait 10 ans qu'on essaie de développer une cellule pour les enfants qui sont abusés, frappés, violés. Et on n'arrive pas à trouver les fonds. J'ai dit, quoi? Mais qu'est-ce que vous me dites là? Il me dit, on n'y arrive pas. On a fait appel au Conseil général, on a fait appel à la mairie de Nice, on a fait appel au procureur de la République, on a fait appel à ci, à ça. Je dis, mais il vous faut combien? J'attendais 1, 3, 4, 10 millions d'euros. Vous savez ce qui me sort? 200 et quelques mille euros. Je dis, quoi? 200 000 euros? Je dis, vous savez ce qu'on fait? Et vous me dites que le Conseil général, avec Christian Estrosi, président du Conseil général, vous a pas répondu, y compris le maire de Nice, qui à l'époque était un grand ami de mon papa, et il m'a connu tout petit. J'ai dit, c'est pas possible. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire équipe. Combien? 200 000, je prends un tiers. 60 et quelques mille euros. Immédiatement. Vous les encaissez, c'est-à-dire on va envoyer le même montant au Conseil général et le même montant à la ville de Nice. On va faire équipe à 3. C'est normal. L'hôpital de l'Archer, et c'est le territoire niçois. De là, un courrier, des courriers sont partis à tout le monde, y compris à M. Estrosi. Je n'ai jamais eu de retour. Jamais eu de retour. Le ministre de la Santé m'écrit littéralement pour me dire qu'il ne pouvait plus rien faire. Malheureusement, il n'avait aucune autorité sur le Conseil général, mais qu'il me félicitait de ma démarche. Alors tout cela, ce ne sont pas que des paroles. Tout est en écrit. Tout est répertorié. À l'heure, à la minute, à la seconde. Rappelez-vous les banques de données. Donc oui, Christian Estrosi, j'ai un problème avec vous. C'est même plus politique, c'est humain. Comment n'avez-vous pas répondu à cet appel, même pas eu la délicatesse de m'écrire à ce moment-là, alors que des courriers vous aviez été envoyés, même mes bureaux protocolaires vous sont rentrés en contact avec vous, rien. Rien. Et pour me faire entendre dire, il y a moins d'un an, par 2 guignols de la police municipale qui ont osé me demander des papiers du véhicule alors qu'ils savaient très bien qui j'étais et qui en ont profité pour dire en votre nom, et je vous ai écrit un courrier à ce sujet-là, et vous n'avez pas eu le courage de me répondre. Ces 2 guignols de la police municipale m'ont dit, le RDH pratiquement n'existe pas. Ils n'ont pas dit que c'est de la merde, mais c'était la même chose. Et vous, monsieur Argilier, vous n'êtes rien. Et immédiatement, ils m'ont dit, mais on est protégé. On est policier de la municipalité de Nice. Un courrier vous a été envoyé dans les heures qui ont suivi, vous expliquant, vous donnant les noms, l'entièreté, même pas eu la délicatesse de me répondre. Alors sachez que moi, je suis dans ma ville et vous êtes dans ma ville. Je ne suis pas dans votre ville, monsieur Estrosi. Vous êtes dans ma ville, celle de Philippe Argilier, y compris pour Éric Ciotti, qui avait été aussi invité, monsieur Ciotti, pour vous ramener les mémoires et vos neurones à une certaine invitation à Menton, avec un certain Patrick Poivre d'Arvor, vous avez peut-être entendu parler de lui aussi, pour une réunion très spéciale. Même pas eu la délicatesse de me rappeler. Avec un élu de Menton. Alors arrêtez.
De toute façon, je vais vous dire, vous n'avez rien, aucune poignée sur moi. Je suis transparent et j'estime qu'aujourd'hui, les vérités doivent sortir. Et tous ces dossiers vont tous sortir au grand jour, car tout ce que je vous ai dit est prouvable. Tous les courriers sont là. Monsieur Sarkozy a été au courant à l'époque. Tous les officiels, l'exécutif, y compris Madame Chirac, étaient au courant que le Conseil général n'a pas voulu participer. Et c'est ça la politique. Vous faites partie d'un système déchu, vendu. Et c'est dommage, car j'aurais pu éventuellement faire équipe avec vous. Mais c'est impardonnable ce que vous avez fait. Impardonnable. Jusqu'à cautionner qu'on puisse insulter le Rassemblement des droits de l'homme. Alors sachez qu'en insultant à travers vos 2 guignols de la police municipale, vous avez insulté les Françaises et les Français. Voilà. Ça, c'est un petit message personnel aussi que je devais vous donner, mais qui n'est pas vraiment personnel, car tout cela vous regarde. L'argent du conseil municipal, c'est l'argent des impôts aussi. Alors aurait-il peut-être été plus propice de donner ces 60 000 euros et peut-être pas d'aller passer des week-ends sur la Côte d'Azur avec M. Sarkozy pour 3-4 jours, dans des suites présidentielles sur un certain établissement qui s'appelle le Palais Materlic aussi. Mais là, c'était trop tard, car Philippe Argillier avait pris l'entièreté du palais. Alors, on ne pouvait plus louer ces suites-là. Alors, j'ai quand même fait économiser peut-être 7 à 8 000 euros aux Françaises et aux Français ce week-end-là. Non. Fini cette politique. Et je vais vous dire une chose. Les banques de données sont les fondations de l'avenir de notre pays, et globalement parlant. Car aujourd'hui, il existe cet outil de travail qui est celui dont je m'adresse aujourd'hui, qui peut toucher non pas des centaines de milliers, mais des milliards d'individus sur la Terre. D'ailleurs, à cet effet-là, nous avons déjà intervenu ces 5 dernières années et nous avons fait beaucoup d'événements qui ont été connus mondialement, mais non pas sous l'effigie du RDH. Ce n'était pas nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je suis le président, le fondateur du Rassemblement des droits de l'homme et je suis le porte-parole des Françaises et des Français. Céline, est-ce que vous avez une autre question? Pas du tout. Je termine. Pas d'autres questions. Je termine en vous souhaitant une excellente nuit. Si je me suis emporté vers la fin, je ne vais même pas m'en excuser, parce qu'à l'époque, j'avais été très perturbé qu'on ne m'ait répondu pour l'aide à ces enfants. Et rappelez-vous, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, y compris les noms que j'ai énoncés, tous sans exception, sont tous sur des lettres qui ont été écrites, répertoriées et enregistrées dans nos données. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit. J'espère que l'explication que je vous ai donnée sur le système en France et le système à l'extérieur de la France, qu'on récupère finalement en éradiquant ce système en place pour créer une nouvelle France. Et c'est pour ça que je termine toujours en disant « Vivre la France », car il est temps, effectivement, de vivre heureux dans notre pays et dans une justice la plus transparente possible. Une très bonne nuit et à très bientôt. Céline, merci. Merci à la régie. Et bien évidemment, je me permets toujours de vous faire de grosses bises à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir Philippe, merci beaucoup. À titre personnel, je fais une grosse bise à tous nos petits loups qui demain soir sont en vacances puisqu'on parlait des enfants. On va enfin pouvoir les débâillonner et ça c'est quelque chose qui ravit mon cœur. Vous dire aussi que cette émission, elle est diffusée à présent en simultané sur notre site internet www.lerdh.fr. Donc nous avons de nouveau un nouveau système de diffusion. Donc
autre que Facebook, que Odyssée, que VK, que YouTube. Il y a aussi le site internet, donc vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dessus. Merci encore et à très vite. Au revoir.